Pourquoi je suis pas décidé à parler? Parce que j'ai l'habitude de bavarder intérieurement et qu'à mesure où je le fais intérieurement, justement en me posant cette question intérieurement mais sans la dire verbalement, j'en use l'énergie. Puis il y a tout un tas de facteurs. Tout un tas de facteurs égoïques. En tout cas, c'est sûr que oui, ça m'intrigue toujours, cette idée de parole, l'idée de m'enregistrer, de justement, de faire ce que je suis en train de faire maintenant, mais sans l'enregistrement. Hmm. Oui, je pourrais commencer par lire à voix haute mes notes. C'est une bonne idée, ouais. Oui, les enregistrer, bien sûr. Donc une première étape, ça serait donc de lire mes notes à voix haute. Donc. Ça ou autre chose. Hmm. Le faire en tout cas. Le faire. J'ai déjà un petit peu commencé, mais c'est. On est encore dans le un petit peu commencé là. Parce que j'ai pas continué, donc. Les choses suivent leur cours. On se fait chier ouais, un peu. C'est un peu l'état d'esprit. Hein. On se fait chier à rien foutre dans cette putain de cellule. C'est bien triste. C'est bien triste dit comme ça. C'est la grosse déprime là. Non, c'est pas que c'est la grosse déprime, non. C'est bizarre à quel point c'est faux, à quel point c'est vrai, ce que je viens de dire là. Que je me fais chier et tout. Que c'est la grosse déprime et tout. Pourquoi c'est faux? Parce que je le vis pas comme ça. Là, il a fallu que je vive un pic, un certain déficit pour avoir envie de dire ça, pour avoir l'énergie de dire ça. Mais je suis pas capable de le dire tout le temps. Même si j'ai dit que c'était tout le temps. Hein, alors. Ouais, et puis à la fois aussi, il y a ce truc de merde. D'être retenu par rien. Enculé.
Comment tordre les barreaux si on peut même pas les attraper, oui. Comment se tirer d'une cellule qui a pas de mur. Comment cesser d'être poussé par les événements pour finir par en être tracté comme j'en ai eu la pensée tout à l'heure. Comme j'aurais pu en profiter pour le dire à voix haute au passage. Oui, parce que je vois que vouloir être tracté par les événements plutôt qu'être poussé par les événements, parce que poussé par les événements, c'est un peu mon ancienne schématique, poussé par la nécessité. Alors que maintenant, je voudrais plutôt être, pour employer, du coup, c'est polariser le truc, donc c'est toujours pas bon, mais ça serait plus un truc du genre être tracté toujours par la nécessité. Il y a toujours une histoire de nécessité, ça sert à rien de le négliger, ça sert à rien de le nier, et être tracté par la nécessité de ce que j'ai à mettre en place pour ce dont j'ai envie, pour ce dont j'ai besoin. Le pour ce dont j'ai besoin, ça va mettre dans la nécessité. Mais le pour ce dont j'ai envie, c'est pas la corde, mais le point d'arrivée, supposé. C'est la volonté, mais pas la volition. Et la volition, c'est cette corde que je peux serrer parce que j'ai accompli la nécessité, le besoin. Qui sont des nécessités et des besoins, pas parce qu'ils sont dans le présent et qu'ils me poussent, mais parce qu'ils sont entre moi et ce désir que je veux rejoindre, cette envie. Et entre moi et cette envie, entre moi et cette date future, cette ligne temporelle, ce futur idéalisé, idéal, il y a la nécessité de ce qui peut être mis en place. Comme tout bêtement, prendre un verre d'eau, tendre le bras, ça fait partie de la nécessité vers l'événement, avoir pris le verre d'eau. Donc la volonté, ça serait comme établir un point de contact ubiquitaire qui s'appelle départ et arrivée, qui s'appelle cause, effet, qui se situe à des endroits spatialement séparés, pas par de l'espace mais par du temps. Du moins, on a une date dans l'espace-temps. Donc cette volonté, elle naît d'où? Elle naît d'un besoin, d'un désir.
par quoi elle tire son rapport dans l'instant présent. Si je veux prendre le verre d'eau, ça peut être autant un désir qu'un besoin. Ouais. Si c'est un besoin, c'est parce qu'en gros, je meurs de soif. Et voilà, je vais boire le plus proche, le plus rapide. Ok. Et si c'est un désir, c'est là que les choses se compliquent. En tout cas, si c'est un besoin qui nous ramène à l'accomplissement de ce besoin, donc que le désir en fait en question est en réalité intéressant. Il ne faut pas que la nécessité soit supérieure au but à atteindre, à la nécessité du but à atteindre. Ou en tout cas, si le désir initial se fait autant nécessaire que ce qui est à mettre en place et que le but à atteindre, lui, est tout aussi nécessaire, sur la même continuité. Intéressant. Donc il y aurait 3 nécessités pour une volonté dans sa volition commencé et accompli, ouais. Ouais. C'est compliqué d'admettre le besoin, de détecter les choses. À quel point c'est ce besoin prioritaire, à quel point il est besoin, à quel point c'est juste de l'envie, à quel point on a d'autres solutions, à quel point on se plante sur la manière de subvenir à ce besoin, à quel point on se plante sur la forme que prend ce besoin, à quel point on se plante sur l'unique forme que peut prendre ce besoin. Donc un besoin peut prendre une multitude de formes. Ça serait bien d'avoir un exemple. Un besoin de ne pas d'être accompagné, de ne pas être seul. Oui. On peut utiliser une multitude de personnes différentes pour subvenir à ce besoin-là. Parce que là, c'est d'avoir de la compagnie. Et est-ce que, maintenant, oui, est-ce que ce besoin d'avoir de la compagnie, est-ce qu'il pourrait prendre plusieurs autres formes? Ouais. De quoi ça... Et du coup, alors, pour voir ces autres formes, il faut voir de quoi ça peut venir. Ok. Donc, le besoin de compagnie, donc... D'accord, donc il faut regarder ce que ça fait, de pourquoi on en a besoin. Donc, mal-être,
que si on est dans le bien-être, on n'a pas... Voilà. Donc déjà, on peut chercher des formes qui vont remplacer ce mal-être, donc de bien-être, sérénité, autre. Peur extrême même. Hein. Bon, ça serait pas très avantageux, mais ça fonctionnerait. D'accord. D'accord. On peut aussi, plutôt que d'utiliser une multitude de personnes, on peut aussi combler ce besoin d'être accompagné en annihilant ce besoin, en travaillant sur sa personne en fait. En allant chercher dans les mémoires qu'est-ce qui nous fait mal vivre cet état. Et pour le coup, des fois, ça peut être pas grand-chose. Donc ça peut être intéressant de voir ça aussi. Parce qu'en plus, c'est à long terme. Là. Pourquoi pas, ouais. À court terme, on peut relativiser. Troisième chose, on peut relativiser sur cette souffrance de solitude ou peu importe quelle forme ça peut prendre aussi. Le besoin d'accompagnement. Oui. Ah, oui, oui, oui. Oui, donc dans le besoin, il y a quelque chose de symptomatique. Donc, il y a quelque chose de symptomatique. C'est vrai, parce que si jamais notre corps, par exemple, a faim, si notre corps il a besoin de manger, et qu'il est asymptomatique, eh ben, on risque de ne pas le nourrir en fait. Hein. C'est ce qui se passe, par exemple, pour quelqu'un tout simplement qui a un manque de sucre, puis qui vont faire un malaise comme ça. Leur corps ne leur envoie pas spécialement de signaux comme quoi faut qu'ils remplissent le besoin d'avoir du sucre ou de faire quoi que ce soit, ou peut-être même moins dépenser d'énergie aussi, être plus économe. Et comme ça, pas tomber dans les vapes. C'est parce que les gens sont asymptomatiques par rapport à leur corps qu'ils ne répondent pas aux besoins de sucre, puis que en chutant, là, du coup, il y a une sorte de symptôme qui est le fait d'être tombé dans les vapes. Hein. Puis là, on prend du sucre ou autre chose. On prend l'air frais. Donc ça, c'est un bon point, ça. De voir que dans le besoin, il y a quelque chose de symptomatique. Et que si on n'a pas cette symptomatique, comme avoir faim, qui est une sensation désagréable qu'on conscientise et qu'on répare, qu'on solutionne en mangeant, hein, tout simplement. Ça, c'est pour le besoin au niveau symptomatique. Et il y aurait besoin aussi, là, ça se situe au niveau de la sécurité. J'ai envie de dire que c'est des besoins spéculatoires. Qui sont liés à des événements dont on croit, dont on sait qu'on ne serait pas préparé pour... Il y a des événements dont on pourrait être surpris
et dont on n'y ferait pas face avec toutes nos capacités. Et de là, on a ce besoin de sécurité. Mais cette sécurité, elle est pas cette crainte, on pourrait dire, elle n'est pas symptomatique comme la faim biologique, quoi. Ou comme se faire coincer le doigt quelque part et puis ressentir ce besoin de retirer notre doigt, quoi. Parce que on voit que tout de suite le symptôme désagréable, en plus que ça, est lié. Il peut y avoir aussi des symptômes agréables aussi, qui nous font accomplir des actes. Ouais. Mais pour la sécurité, donc là c'est plus quelque chose de spéculatoire, parce que la sécurité ça concerne jamais ce qui se passe dans le présent. Sinon c'est plus de la sécurité, c'est de la défense tout de suite. Ou c'est de la réactivité. La sécurité c'est de la prévoyance. Donc on prévoit d'avoir à réagir en prévoyant, en voyant qu'on... Ouais. Ouais. On prévoit en étant avenant. Ouais, non. Donc, ouais, ça va pas faire des étincelles aujourd'hui. Donc cette notion de prévoyance, donc là, ça m'indique que ça serait plus un système d'alerte, de sensation qui n'est pas au niveau de la faim, comme j'ai dit au niveau physique et tout. Là, c'est plus au niveau mémoriel et émotionnel, émotif. Émotif et puis bah aussi, ça va jusqu'au niveau de la survie en fait. Puisque la survie elle-même, ça concerne le plan émotif et puis renforcé par le plan mémoriel. Donc la notion de prévoyance, elle se fait en précognition de par l'émotivité de cette précognition, d'accord, plus l'agencement mémoriel. Ajouté vis-à-vis de cette précognition, d'accord. Et les animaux, pourquoi ils ont moins du coup cette précognition-là, eux, d'accord. Et cette précognition, elle vient en grande partie, ça paraît pas, mais elle vient en grande partie de mémoire. Comme se mettre en alerte, là où notre capacité de perception justement baisse. Si on vient à être dans le noir par exemple, ou si on se trouve dans un environnement qui va être très bruyant, on peut augmenter notre perception sensorielle à ce niveau-là, dans le sens où à travers tout ce brouhaha, on va essayer de capter le truc qu'on capterait facilement d'habitude. Comme plisser les yeux dans le noir aussi, quoi.
D'accord, donc besoin, besoin symptomatique, d'accord. Besoin précognitif, ok. Un petit troisième. C'est tout. Parce que le troisième, c'est l'inverse, en fait, mais pour le... D'accord, dans le positif. Oui, parce que j'étais dans le domaine de la faim, et puis après de la peur, ouais. D'accord. Donc comme besoin symptomatique positif, autre que la faim, si on détermine que celui-là, il est un peu négatif, bah ça peut être quoi alors? C'est moins facile dès qu'il s'agit d'être positif. Le négatif, ça va tout seul. Les gros mots, les machins, ouais, la vulgarité. Donc, bah toujours pareil en fait, la faim. La faim, mais vécue comme une belle promesse. Parce que j'allais dire que je me disais que comme exemple positif, il y avait par exemple la libido. Mais la libido, ça peut être aussi vécu négativement, quoi. Parce qu'il y en a qui peuvent pas toujours. Enfin, il y a un côté frustration aussi dans la libido. Même si ça peut être un besoin très positif qui nous emmène vers quelque chose de positif, de sympa en tout cas. Et du coup, c'est pareil pour la faim. On peut avoir faim d'un coup et puis même si on a vraiment cette sensation de faim, on peut très bien ne pas du tout en souffrir parce qu'on sait très bien qu'on va aller au resto ou je sais pas, la bouffe est déjà prête sur la table. Hmm. C'est plus facile d'accomplir des besoins. Hmm. En ayant déjà faim au bon moment et au bon endroit. Ce qui fait que la seule chose qu'on a à accomplir, c'est plus le besoin, mais notre désir. C'est que, bah, en fait, on est déjà à la date précise, autant qu'on a juste à mettre les pieds sous la table. Et puis on a déjà accompli le besoin intermédiaire, la nécessité à mettre en place en chemin, en se mettant, bah voilà quoi, juste en s'asseyant quoi. Mhm. Les choses se compliquent quand ces trois étapes-là sont séparées dans le temps. Mhm. Mhm. Surtout quand, surtout quand le point B, on va dire des étapes A, B, C, donc départ, continuité, fin quoi. Bah, surtout quand le point B va être espacé à peu près du point A
et que ce point B, ben, il a besoin soit du même état dans lequel on a conceptualisé ce désir, on a projeté cette date, cet événement. Ouais. Généralement, c'est ce qui se passe plutôt. Et après, le hic, c'est qu'arriver peut-être 2-3 jours plus tard, on va dire 3 heures, 3 minutes plus tard, au point B, ben, il y avait l'état énergétique sur lequel a été calculé les choses, sur lequel les choses ont été tablées, ben, va plus être le même, et du coup, ça va plus être la même situation du tout, en fait. C'est là que on va trouver, c'est là que je vais trouver, que je vais relativiser et que je vais trouver un moyen de faire autrement. Et puis voilà quoi. Un truc dans le style, je ferai ça demain quoi. Ouais. Procrastiner quoi. Donc l'idée pour pallier à ça, ça serait aussi déjà d'intégrer ça, premièrement. Mais si je l'ai déjà intégré sous d'autres formes. Et deuxièmement, c'est de réussir à calibrer la visée en décalant. Justement en ayant intégré parfaitement que ce point B, peu importe où il sera dans le futur, je ne serai pas dans le même état énergétique et qu'il ne faut pas que je calcule par rapport à ça. Et que justement, il faut que je me démerde pour calculer, pour que je me démerde pour me connaître moi-même sur mon plan énergétique, émotif, parce que c'est ça qui joue sur les choses à ce moment-là, je trouve, et que je sois dans l'énergie en fait, voilà, qu'il faut pas, en tout cas que je sois pas, peu importe ce qui se passe à partir de ce point B, que le point B il se réalise comme prévu ou pas, peu importe, mais c'est que les choses se passent en fait. Ouais. Parce que souvent dans la volonté, on a le plan de départ et tout, voire même on se prépare et tout. Mais c'est un peu comme celui qui prévoit d'aller faire du jogging le lendemain, puis il y va. Hein. Il se lève et tout, il met ses chaussures, il se prépare et tout. Hein. Il a mis la tenue et tout. Hein. Mais arrivé à sa porte, il se dit, il commence à relativiser quoi. Parce qu'il n'est pas dans cette émotion. Ouais, il n'est pas dans cette émotion dans laquelle il était, comme il était la veille, en fait. Hein. Ça, c'est une grosse erreur chez moi de me dire que de compter sur l'énergie de mes émotions pour faire des trucs le lendemain. Non, non. Je suis trop sensible et trop caractériel pour ça. Ouais, et puis je reprends cet exemple. Et puis ce jogger, voilà, il arrive en face de sa porte et tout, et puis il relativise. Puis il est bon pour la procrastination, et puis pour peu qu'il commence un tout petit peu à procrastiner, il se dit ah c'est bon. On va pas s'en vouloir, on va pas, je sais pas quoi, on va pas le faire. Il y aura quelque chose qui va stabiliser sa psychologie, son plan émotionnel, et puis pouf, il va faire autre chose. Mais ce que je trouve dommage dans cette histoire, c'est que ce mec en question, il a un peu fait le truc pour rien, quoi. S'il a rien appris au passage, ou si c'est toujours. C'est un peu le côté un jour sans fin qui me dérange, moi, dans cette histoire, en fait. C'est le côté répétitif. Parce que si toute sa vie, il a des idées de lion, et que le lendemain, il relativise, c'est un peu.
C'est un peu du temps perdu. C'est un peu du temps perdu, ça n'existe pas le temps perdu. Je crois qu'il n'y a pas de mot poli pour dire ce que j'ai envie de dire. C'est un jour sans fin, ça veut dire ce que ça veut dire. Répéter les mêmes trucs, même pas intéressants. À un moment donné, il faut que ça cesse. Au moins que la mémoire se reboot, parce que c'est l'accumulation de cette mémoire, en fait, cette répétition. C'est comme si c'était une souffrance d'avoir des doublons en mémoire. Des doublons qui voudraient se superposer, mais qui ne peuvent pas. Et de la lourdeur pour rien, quoi. Et de la mémoire pour rien. Ouais, c'est même pas en soi le fait que les choses se produisent comme ça, c'est le fait qu'elles se répètent. Le fait qu'elles se répètent, et puis d'en avoir la mémoire, surtout. Ouais. Quel chiant. Là, je tombe toujours sur le même dilemme à la con, après, au bout d'un moment. À quel point on se change, à quel point on s'adapte, à quel point on change l'environnement, à quel point on l'adapte, à quel point on fait les deux en même temps, et à quel point c'est de la merde de faire ça. Parce que ce truc-là de se dire, est-ce que je change ou est-ce que je change l'environnement? Est-ce que je m'adapte ou est-ce que j'adapte? C'est vrai, ça a sa réalité, mais ça a sa réalité sur son plan psychologique. Parce que dès qu'on en arrive un petit peu dans le mental, dans le haut mental, il n'y a plus de notion réciproque de comparaison. De est-ce que c'est l'environnement, moi dans l'environnement, il n'y a pas moi dans l'environnement à ce moment-là. Il n'y a même pas d'environnement ni d'objet dans l'environnement, il y a un événement. Dans le mental, dans le haut mental, il n'y a pas un être qui fait des choses par rapport à des choses, il y a un événement. Il y a 7 événements. Et lui, il est passé, présent, futur à la fois. Et à la fois, il bouge jamais, à la fois, il bouge tout le temps. Et il n'a pas besoin de se demander s'il doit changer son environnement ou pas, ou quoi qu'est-ce. Il n'a pas ce rapport-là avec son environnement, parce qu'il est son environnement. Il n'y a que lui là où il est. Et il n'y a que lui, pourquoi? Parce que lui, ça n'existe pas. Lui, c'est pour le bas mental. Lui, c'est pour c'est pour le discernement avec une couche de différenciation. Alors que là où il y a discernement, mais avec indifférenciation.